Document sonore B. Voici le reportage Grand Angle. Le Secours populaire d'Île-de-France organise aujourd'hui sa journée des oubliés des vacances. 5000 petits franciliens qui n'ont pas eu la chance de partir en vacances vont passer la journée à la plage à quelques jours de la rentrée scolaire. Clément Paulin est allé à Champigny-sur-Marne pour y rencontrer Kaïm et sa maman. Ils iront à la plage en Normandie avec l'association. Dans le parc du Tremblay, Kaïm vient de finir sa partie de ping-pong. Il profite de sa dernière semaine dans un centre de loisirs, gratuit pour les franciliens issus de quartiers défavorisés. Et il termine en beauté en partant aujourd'hui à Deauville avec le Secours populaire. Et en plus, sa maman devenue bénévole il y a 3 ans l'accompagne. Ce sera la première fois que je vais à la plage en famille avec ma maman. Je suis déjà allée à la plage mais sans ma maman. Ce sera super et j'ai envie vraiment de m'amuser. Et je suis pressée. Je vais pas faire de bêtises parce que je vais rester dans l'eau. Le jeune garçon s'est inscrit avec son frère Hakim au début de l'été. Il n'a pas eu le temps de s'ennuyer. J'ai fait des sorties culturelles, la piscine, du golf, le musée et l'Assemblée nationale aussi. C'était un peu dur de rester tout le temps debout pendant 3 heures. Sans le dispositif, Kaïm ne serait probablement pas allé à la plage cette année. Sa mère Shazia fait partie des 1500 bénévoles chargés d'encadrer les jeunes. Il y a des enfants qui ont 17-18 ans qui n'ont jamais vu la mer. C'est vraiment une occasion exceptionnelle. Toute l'année, on travaille, même si on n'arrive pas à les envoyer en vacances. Donc avoir ce moment privilégié et de voir le sourire sur le visage de ces enfants, passer un moment magique. En fait, une journée où on n'a pas de soucis, où tout s'arrête et on se dit là on est comme les autres. Et le fait de pouvoir accompagner ses enfants cette année la rend d'autant plus heureuse, même s'il faudra partir très tôt. Peut-être les voir différemment. À la maison, c'est plutôt la maman qui est là, qui donne toujours de l'ordre et tout. Mais là, le voir dans leur environnement avec leurs amis. Il y a d'autres mamans aussi qui viendront. C'est vraiment un privilège. À la mer, déjà, c'est un endroit où on rencontre pas mal de personnes. Et privilégier plus de mamans, c'est une bonne chose. Une bonne chose pour changer d'air entre jeunes et en famille. Kaïm n'a qu'une seule activité au programme, se baigner toute l'après-midi avec tous ses copains. Reportage Grand Angle signé Clément Paulin. S'entraîner, compréhension de l'oral, exemple. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. S'entraîner, compréhension de l'oral, exercice 1. Bonjour Smaïn Lacher. Bonjour. Pendant 14 ans, vous avez été juge assesseur à la Cour nationale du droit d'asile. Pendant 14 ans, vous avez écouté des demandeurs d'asile, des hommes et des femmes ayant fui leur pays, ayant parcouru des milliers de kilomètres. Et avec 2 autres juges, vous avez décidé, en dernier lieu, comme on dit, de leur accorder ou non le statut de réfugié. Pourquoi dites-vous, Smaïn Lacher, qu'il s'agit de, je vous cite, croire à l'incroyable ? Eh bien, tout simplement parce qu'un certain nombre de personnes qui sollicitent l'asile, donc qui sollicitent une protection internationale, la protection de la France pour être plus précis, eh bien, ils arrivent souvent sans preuve. La seule preuve qu'ils ont parfois, c'est leur corps et les blessures déposées sur leur corps. Alors, ils n'ont pas de documents, ils n'ont pas de preuves. Il faut quand même prouver qu'ils ont été persécutés et il faut faire croire aux juges que leur histoire, qui peut leur paraître incroyable, est pourtant réelle, et pourtant véridique. C'est pour ça que tout l'effort consiste à faire croire à des juges qui sont loin, très éloignés de la réalité, que ce qui est dit est pourtant croyable. Mais c'est quoi, Smaïn Lacher, un demandeur d'asile ou juste c'est un migrant, c'est un réfugié ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Le demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui est en droit de solliciter une protection. Il y a des textes qui sont spécifiques à cette condition, à ce droit. Et pour invoquer une protection, il faut dire, voilà, je suis persécuté et j'invoque l'un des 5 motifs de l'article A2 de la Convention de Genève. Smaïn Lacher, la question de l'accueil est une question difficile. On va vous accuser de vouloir accueillir toute la misère du monde. Oui, je vous assure que quand vous regardez les chiffres et quand vous regardez les statistiques, on est très très loin du compte. Par exemple c'est à peine 30% des demandeurs d'asile sur le total qui aura une protection internationale. Et s'ils l'ont, croyez-moi, c'est que très très certainement, ils ont dû la mériter. Alors justement, vous décrivez une machinerie complexe où l'humanité entière défile, témoigne de ces drames et joue sa vie en quelques minutes devant vous, les 3 juges. Il faut vous convaincre. À vous lire, Smaïn Lacher, cela suscite en vous, mais aussi chez le lecteur,
des débats intimes, éthiques. Juger ne peut pas se passer d'une sorte de dialogue intime, de dialogue intérieur. Juger est un acte extrêmement difficile, parfois aléatoire. Les gens jouent quelquefois leur destinée en quelques secondes et on ne peut pas ne pas être atteint d'une manière ou d'une autre par un certain nombre de cas. Pas par tous les cas, mais il y a effectivement des cas qui vous vont droit au cœur, en particulier les cas qui vous rappellent d'une manière ou d'une autre quelque chose qui vous est familier, une personne qui vous est familière, une situation que vous avez vécue. Donc, il faut impérativement rechercher l'impartialité pour éviter toute iniquité entre les uns et les autres, mais je vous assure que parfois, c'est très difficile. S'entraîner, compréhension de l'oral, exercice 1. Bonjour Smaïn Lacher. Bonjour. Pendant 14 ans, vous avez été juge assesseur à la Cour nationale du droit d'asile. Pendant 14 ans, vous avez écouté des demandeurs d'asile, des hommes et des femmes ayant fui leur pays, ayant parcouru des milliers de kilomètres. Et avec 2 autres juges, vous avez décidé, en dernier lieu, comme on dit, de leur accorder ou non le statut de réfugié. Pourquoi dites-vous, Smaïn Lacher, qu'il s'agit de, je vous cite, croire à l'incroyable ? Eh bien, tout simplement parce qu'un certain nombre de personnes qui sollicitent l'asile, donc qui sollicitent une protection internationale, la protection de la France pour être plus précis, eh bien, ils arrivent souvent sans preuve. La seule preuve qu'ils ont parfois, c'est leur corps et les blessures déposées sur leur corps. Alors, ils n'ont pas de documents, ils n'ont pas de preuves. Il faut quand même prouver qu'ils ont été persécutés et il faut faire croire aux juges que leur histoire, qui peut leur paraître incroyable, est pourtant réelle, et pourtant véridique. C'est pour ça que tout l'effort consiste à faire croire à des juges qui sont loin, très éloignés de la réalité, que ce qui est dit est pourtant croyable. Mais c'est quoi, Smaïn Lacher, un demandeur d'asile ? C'est un migrant, c'est un réfugié ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Le demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui est en droit de solliciter une protection. Il y a des textes qui sont spécifiques à cette condition, à ce droit. Et pour invoquer une protection, il faut dire, voilà, je suis persécuté et j'invoque l'un des 5 motifs de l'article A2 de la Convention de Genève. Smaïn Lacher, la question de l'accueil est une question difficile. On va vous accuser de vouloir accueillir toute la misère du monde. Oui, je vous assure que quand vous regardez les chiffres et quand vous regardez les statistiques, on est très très loin du compte. Par exemple Par exemple, c'est à peine 30% des demandeurs d'asile sur le total qui aura une protection internationale. Et s'ils l'ont, croyez-moi, c'est que très très certainement, ils ont dû la mériter. Alors justement, vous décrivez une machinerie complexe où l'humanité entière défile, témoigne de ses drames et joue sa vie en quelques minutes devant vous, les 3 juges. Il faut vous convaincre. À vous lire, Smaïn Lacher, cela suscite en vous, mais aussi chez le lecteur, des débats intimes, éthiques. Juger ne peut pas se passer d'une sorte de dialogue intime, de dialogue intérieur. Juger est un acte extrêmement difficile, parfois aléatoire. Les gens jouent quelquefois leur destinée en quelques secondes et on ne peut pas ne pas être atteint d'une manière ou d'une autre par un certain nombre de cas. Pas par tous les cas, mais il y a effectivement des cas qui vous vont droit au cœur, en particulier les cas qui vous rappellent d'une manière ou d'une autre quelque chose qui vous est familier, une personne qui vous est familière, une situation que vous avez vécue. Donc, il faut impérativement rechercher l'impartialité pour éviter toute iniquité entre les uns et les autres, mais je vous assure que parfois, c'est très difficile. Unité 1, document sonore A. Bonjour Marianne, bienvenue. Bonjour Sophie. On vous accueille aujourd'hui pour parler d'un sujet peu abordé dans les médias et qui pourtant touche un bon nombre de familles en France. Alors, le sujet qu'on aborde ensemble est « Qu'est-ce qu'être père d'adolescent quand on est un immigré ?» Comment élever son enfant qui va grandir au milieu de 2 voire 3 cultures différentes ? Et de ce sujet découlent plusieurs questions. Est-ce qu'il faut en parler avec son enfant ? Est-ce qu'il faut au contraire gommer les différences culturelles ?
Car finalement, comme vous le dites dans votre ouvrage intitulé « Élever son enfant dans un pays qui n'est pas le sien », il y a un véritable nœud entre les pères immigrés et leurs enfants. Oui, il y a un nœud qui se crée entre le père et son enfant car la situation est très difficile. D'abord, être père d'adolescent n'est aisé pour personne. Alors, être père d'adolescent dans un pays qui n'est pas le sien, loin du reste de sa famille, au moment même où l'enfant adolescent traverse une période de changement et questionne énormément, c'est hyper compliqué. La communication se brise parfois. L'enfant en veut à son père. L'adolescent, qui est né ici, rejette le modèle transmis par son père. Il voit en son père un modèle complètement dépassé, pas du tout adapté au pays d'accueil, et il le rejette en bloc. Cette idée est finalement vraie pour tous les ados qui rejettent leurs parents, les trouvant trop dépassés. Mais dans le cas de l'adolescent fils d'immigrés, ce rejet est plus fort car il est double. Il s'oppose aux deux cultures, celle d'origine et celle du pays d'accueil. Et comment font les pères pour aborder cette question ? C'est délicat car dans leur cas, ils doivent jongler entre ce qu'ils ont appris dans leur pays d'origine, c'est-à-dire l'éducation qu'on leur a donnée, les traditions socio-culturelles, la place des enfants dans la société, etc., et la façon d'éduquer dans leur pays d'accueil. Alors, parfois ils essaient soit de coller aux méthodes qu'ils connaissent depuis petits, soit de coller aux méthodes de leur nouveau pays. Et ça ne marche pas vraiment. On arrive à des résultats d'ultra-autorité, de non-communication ou alors de laxisme. Il faut qu'ils puissent prendre des bonnes choses dans les deux manières d'éduquer. Un véritable travail d'équilibriste. Et on voit souvent que les pères migrants abandonnent peu à peu car ils se sentent en position de faiblesse, ils pensent qu'ils font mal les choses et n'éduquent pas correctement leur enfant, alors ils abandonnent. C'est vrai qu'on constate souvent leur absence, notamment dans le suivi des notes à l'école. Plusieurs études montrent qu'ils ne sont pas impliqués pour suivre les parcours scolaires, par exemple. Oui, parfois ils s'effacent complètement. Dans votre livre, vous partagez quelques conseils pour ces pères immigrés qui en ont bien besoin. Dites-nous-en quelques mots. Ce que je préconise, c'est qu'ils valorisent leur histoire auprès des enfants, qu'ils transmettent leurs valeurs, qu'ils parlent de leur histoire, de l'histoire de la famille en général, qu'ils valorisent leurs compétences. Car des compétences, ils en ont. Ils se sont installés et adaptés dans un nouveau pays, ils doivent s'appuyer sur cette force et la partager à leurs enfants. L'idée, finalement, c'est de retrouver de la fierté dans les yeux de leurs enfants. Et en abordant leur passé, leur histoire personnelle, on voit que ça fonctionne. Et vous dites aussi quelque chose qui me paraît tout à fait intéressant. L'idée que c'est justement au moment de l'adolescence que c'est important d'aborder ces questions avec son enfant. Oui, tout à fait. L'adolescence est le moment où on teste des choses, où on questionne, on apprend, on suit un modèle, puis un autre, pour finalement trouver sa place. Et comme on l'a vu, la place d'un adolescent fils de migrant est un peu plus difficile à trouver. Merci pour toutes ces précieuses informations. Cela nous donne un nouvel éclairage sur la place de ces papas que l'on peut croiser dans notre quotidien. On comprend mieux les difficultés qu'ils peuvent traverser et on recommande vivement la lecture de votre livre « Élever son enfant dans un pays qui n'est pas le sien ». Document sonore B. L'esprit d'initiative Emmanuel Moreau avec ce matin une opération pour promouvoir la lecture dans toutes les familles. L'opération des livres en soi, elle permet aux enfants et aux parents en situation d'illettrisme de constituer leur bibliothèque à la maison. Les études le montrent, lire régulièrement des histoires aux enfants est bénéfique pour leur développement futur. Mais tout le monde n'en est pas capable. En France, l'illettrisme concerne environ 2,5 millions de personnes. L'opération des livres à soi donne justement les moyens à ses parents éloignés de la lecture de se familiariser avec elle pour en transmettre le goût aux enfants. Et cela passe par la constitution d'une bibliothèque familiale. Sylvie Vassallo, vous êtes la directrice du Salon du Livre et de la Jeunesse de Montreuil. Et c'est vous qui conduisez aussi des livres à soi. En fait, vous introduisez là des livres dans des foyers où ils n'étaient pas invités. Oui, il y a des parents qui savent à quel point il est important de raconter des histoires à leurs enfants le soir ou à un autre moment, mais qui tout simplement, concrètement, pratiquement ne sont pas en situation de le faire parce qu'ils ne peuvent pas lire, parce qu'ils ne parlent pas forcément français ou ils ne lisent pas forcément le français ou ils sont en situation d'illettrisme. Donc on a mis en place un corpus de livres et une méthode qui va leur permettre petit à petit de prendre confiance en eux et de s'appuyer sur ces livres qu'ils vont apprendre à raconter parce qu'ils s'appuient notamment sur la lecture de l'image. Et petit à petit, donc, ils prennent confiance pour raconter ces histoires. Alors ces livres, pour les initier à la lecture, ce sont des livres muets, j'imagine, ce sont des livres sans texte.
Il y a toute une série de livres. On a la chance d'avoir une littérature de jeunesse absolument exceptionnelle en France, avec de très très belles images, mais également des rapports au texte de différents types. Les imagiers, les abécédaires par exemple, sont des livres qui s'appuient sur l'image mais qui renvoient directement au texte. Il y a également des livres sans texte. Il y a des livres audio où on a le texte et on a également l'histoire qui est racontée. Il y a des livres qui permettent de jouer avec l'image ou dans lesquels on cherche. Voilà, donc on a mis en place un choix de livres qui sont des livres très beaux, qui valorisent le rapport des parents à la lecture et au livre, mais qui sont également des livres relativement aisés, non pas pour se passer du texte, mais pour se passer de la lecture concrète quand on n'est pas en situation de lire pour commencer.